À l'occasion de la sortie cet été dans nos salles obscures des Indestructibles 2, il serait intéressant de revenir sur la filmographie d'un auteur ancré dans son époque, et malheureusement cloisonné pour la plupart à un simple bon réalisateur de films d'animation, voire de blockbusters. L'idée par le biais de cette vidéo sera de montrer que ce réalisateur, par son évolution filmique et personnelle, apportait un regard conscient de son époque, un témoignage teinté d'émotions et d'expérience où sa vision évolue au gré de ses œuvres. Mais avant cela, qui est Brad Bird ? Brad Bird, ou de son vrai nom Philip Bradley Bird, est un réalisateur, scénariste et producteur américain, né à Kalispell dans l'état du Montana. Il est remarqué très tôt par les studios Disney, et il rejoint rapidement le rang des plus grands à la California Institute of Art dans la classe A113, où il fera la rencontre d'un certain John Lasseter. Il est aujourd'hui encore marié à Elizabeth Canny, avec qui il aura 3 enfants. Avant d'aborder le sujet, contextualisons. Nous vivons dans un monde d'images, nous y avons certes toujours vécu, mais aujourd'hui l'image, sa copie et ses autres décalqués sont omniprésents. Si bien que sans même vouloir l'admettre, le langage visuel a supplanté l'écrit. Il ne sert qu'à décrire et perd donc peu à peu sa vocation propre. La culture synchronique de l'image a fondé la formation sociale postmoderne. Nous nous nourrissons des images, mais à quelle fin ? Et qui est le maître de tout cela ? L'image ou l'être qui l'observe et qui vit dans le monde sans lequel celle-ci n'aurait aucun modèle ni aucun spectateur. Il me faut parler d'une chose qui au premier abord n'a rien à voir, mais qui donne pourtant sens à cette question. Créé par Jeremy Bentham, le panoptique est un modèle architectural employé dans le domaine carcéral. Il consiste en une tour centrale où se situe un gardien de prison, avec des cellules disposées tout autour. La lumière se reflète d'une telle manière que celui-ci peut observer absolument tous les prisonniers, sans qu'eux ne parviennent à peine à distinguer une silhouette dans son perchoir. Donc ici, voir équivaut à contrôler, et être vu à être contrôlé. Mais c'est l'utilisation que va en faire Foucault qui va nous intéresser. Selon Foucault, on peut tirer un caractère social de cette invention. Nous pouvons contrôler une multiplicité quelconque dans un espace restreint. Nous pouvons lui imposer une conduite, que ce soit dans un cadre de travail ou d'éducation par exemple. Cependant, avec l'élargissement constant du champ de vision que nous offrent nos technologies modernes, le rapport de force ne se situe pas forcément où on le croit. En effet, les gardiens modernes que nous sommes sans doute happés par toutes ces possibilités de vision. Cet amas d'informations qui au final nous brouille plus qu'il ne nous permet de tout observer. Peut-être que nous ne savons pas voir, dans le sens où nous ne maîtrisons pas ou plus les images que nous voyons, si nous avons réussi à les maîtriser un jour. Peut-être qu'à force d'être la copie d'une copie, les images perdent leur sens d'origine. Il paraît alors logique que nous n'arrivons plus à percevoir par-delà la distillation. Ou bien est-ce l'image en elle-même qui s'avère néfaste, par la déformation subjective qu'elle engendre, à un modèle qui est au départ objectif. Mais nous avons assez divagué. Qu'est-ce que Brad Bird vient faire dans tout ça ? Eh bien les médias ont une place plus qu'importante dans sa filmographie. Par médias, j'entends la définition basique, c'est-à-dire un moyen technique et un support de diffusion massive de l'information, ou dans notre cas d'une idée. Il aime jouer des médias et des clichés ou images qu'il véhicule. Ainsi, le rat signe de maladie, de dégoût et de saleté sera transformé dans Ratatouille en un rat visant à devenir un grand chef cuistot, dans un milieu où bien évidemment la saleté est répudiée. Cependant, selon moi, il y a essentiellement 3 films qui montrent le rapport qu'entretient Brad Bird avec les médias, les images et la relation entre ces deux. Commençons par le commencement, Le Géant de Fer. Sorti en 1999, celui-ci raconte l'histoire d'Hogarth Hughes, un jeune garçon vivant dans la bourgade de Rockwell, et qui fera la rencontre d'un gigantesque robot de métal. Ce Goliath de fer, suite à sa chute sur Terre, a perdu la mémoire, et c'est donc à Hogarth qu'incombe la tâche de transmettre les connaissances terrestres à cet extraterrestre. Déjà dans ce premier film, la fonction de médiateur ou de média en général est extrêmement importante, puisque Hogarth va certes par le biais d'images et de symboles éduquer le robot à certaines valeurs, mais il n'est pas pour autant créateur des images qu'il promulgue. Ça peut être stupide de dire ça, mais cela me permet d'aborder le point suivant. Dans nos sociétés, les images nous fondent. Les images que nous décidons ou non de voir sont des témoins irrémédiables de notre croissance psychologique et sociale. Dans le cas présent, nous retrouvons un héros nourri par les films de SF, par des figures enfantines ou naïves, tout en étant confronté d'un autre côté à une infantilisation de la guerre, où les dangers de la guerre froide sont présentés par un cartoon explicatif. Ces figures, qu'elles soient désirées ou non, véhiculeront par le biais d'un médium divers symboles. Là où le récit devient intéressant, c'est quand Hogarth s'affranchit finalement des médias et des images qu'il maîtrise, pour servir lui-même de vecteur. L'enfant se met en professeur pour apprendre à une machine devenue enfant. Celle-ci apprendra au départ en imitant, se nourrissant comme Hogarth des images, souhaitant devenir sa copie ou l'égale de celle-ci, pour au final maîtriser complètement la source de celle-ci et leurs symboles. Par maîtriser, je veux signifier la connaissance de cette image, la source de celle-ci.
sa véritable signification, pour permettre un affranchissement total. C'est d'ailleurs en soi ce qui a intéressé Brad Bird dans cette histoire. Une arme qui ne souhaitait pas en être une idée qui refuse son propre but. Une fois l'essence de l'idée reniée, celle-ci peut être ce qu'elle souhaite, elle peut être ce que nous décidons d'en faire. Certes, son ancienne nature peut ressurgir à force de préjugés ou de pessimisme, mais à force d'apprentissage et de maîtrise, l'image peut se mouvoir. Par exemple, une arme peut devenir un bouclier. Tu es celui que tu choisis de devenir. Dans ce film, l'idée que je veux donc en tirer est qu'il ne s'agit pas forcément de transmettre les bonnes images, mais de comprendre les images dans leur ensemble. Passons sans transition au second film. Sorti en 2004, Les Indestructibles nous racontent la vie de la famille Parr, famille possédant des super capacités et dont les parents ont dû se retirer de la scène super-héroïque à la suite d'un événement tragique. Le père Bob Parr est un employé dans une boîte d'assurance, il envie son passé héroïque, et grâce à ce qu'il croit être une deuxième chance, il finira par revêtir de nouveau sa fonction de super-héros. Je vous ai parlé tout à l'heure de symboles, et il me semble que nos principaux symboles, ou plutôt figures modernes, sont bien évidemment les super-héros. Il n'y a qu'à observer le nombre de produits de consommation et de divertissement qui pullulent au point de frôler l'overdose et le lassement, à moins qu'ils ne soient déjà tous deux atteints. Cette figure héroïque pour nos sociétés occidentales ne surgit pas de nulle part, et est bien évidemment issue des racines judéo-chrétiennes, avec la figure du Messie. Mais le super-héros s'ancre aussi parfaitement dans les temps modernes, car on peut le voir comme un prolongement du mythe du self-made man. Comme dans Le Géant de Fer, avec le fait de vouloir raconter l'histoire d'une arme qui ne voulait pas en être une, Brad Bird fait preuve d'une sorte de continuité thématique et nous montre un monde où les super-héros ne peuvent plus l'être. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le thème des médias et de l'image du précédent film ? Je vous avais dit que l'idée du Géant de Fer était qu'il fallait comprendre les images dans leur ensemble, et ne pas seulement montrer que les bonnes. Dans ce film, je veux donc montrer que le choix des images ou de la composition de celles-ci mène à une compréhension biaisée de notre environnement. Je ne parle pas ici de l'utilisation du cadre dans le domaine cinématographique, mais plutôt l'usage que les médias modernes en font, et qui aboutit souvent à une manipulation, qu'elle soit involontaire ou non. De par la multiplication des moyens de diffusion de l'information, les images multiples foisonnent. Celles-ci promulgueront alors de multiples points de vue. Et il s'agit bien de ces multiples points de vue qui décideront du cadre précédemment cité. À cause de cela, nous ne voyons jamais réellement le monde de notre propre regard. Nous le regardons avec les yeux d'un autre, qui soit une personne, une communauté, une agence marketing, etc. De nos jours, l'actualité est alors un fruit difforme, abreuvé d'opinions et d'idées qui jouent considérablement sur la perception de celle-ci. De quel côté se dirigera donc le cadre ? Choisira-t-on de montrer les bienfaits ou les méfaits ? Adoptera-t-on une vision pessimiste, optimiste ou neutre lors de la diffusion de ces informations visuelles ? Ce thème-ci, Les Indestructibles l'aborde déjà dès le début de son film. C'est même à cause de ceci que les super-héros devront cesser leur activité. Dans le film, Monsieur Indestructible sauve un homme qui tente de se suicider, et par la suite il sauvera tous les passagers d'un train d'une chute imminente de celui-ci. Les conséquences de ces deux actes pourraient être plus que classiques. Le super-héros a accompli sa tâche, et a sauvé la veuve et l'orphelin. Cependant, dans ce cas, l'absolu contraire se produit, et Monsieur Indestructible ne récolte que des déboires judiciaires. Pour cause, le choix évident du cadre. Le fait de montrer les résultats néfastes plutôt que bénéfiques dévalorise irrémédiablement n'importe quel acte que ce soit. De là vient l'importance de ce que l'on choisit de montrer. Les deux faits sont là, des vies sont sauvées, mais des dégâts matériels et corporels sont présents. Lequel des deux choisir ? Si tant est qu'il faut choisir. Ainsi, l'impact d'une image véhiculée par un média peut aboutir à la chute de symboles. Ils vivent parmi nous, citoyens ordinaires, héros ordinaires, continuant discrètement d'œuvrer dans l'anonymat pour un monde meilleur, des images terribles. Le drame l'emporte sur l'acte héroïque. Pourtant le spectaculaire intéresse toujours autant. Il n'est non pas un émerveillement, mais une sorte de fascination inavouée ou morbide, où le sensationnel dépasse le fait, où le divertissement dépasse la prise de conscience. Et par heureuse coïncidence, il s'agit du second thème que j'aimerais aborder à l'aide de ce film. Le divertissement fait aujourd'hui partie de nos vies, et prend une place dorénavant plus importante que celle de son ancêtre, le loisir. On retrouve dans sa base l'intention de divertir, soit de détourner quelqu'un de quelque chose. On peut comprendre son succès par notre mode de consommation et de production. Celui-ci sert donc de temps de repos, une échappatoire qui extirpe du monde réel, pour nous en faire découvrir une vision fantasmée, déformée, ou bien nous proposer des artifices qui substanteront nos désirs d'escapade impossible. Néanmoins, la diversion engrangée dissipe tout de même quelque chose que l'on ne souhaite montrer ou voir. De par son aspect en dehors du réel, il empêche la réelle perception de celui-ci. Il habitue l'esprit à des images fictionnelles. Cette accoutumance crée alors une incompréhension acquise. Par ce terme, je veux signifier qu'il y a une perte de prise de recul. Le consommateur d'images ne comprend plus les médias et les informations qu'ils véhiculent. Il se contente de les absorber, sans les concevoir objectivement. Pourrait-on dire que cette société du spectacle
a fini par nous faire perdre notre capacité à voir, à discerner les sources, les faits en dehors du cadre prémédité? Peut-être est-ce cette acclimatation qui nous fait percevoir aujourd'hui des faits quotidiens comme des outils à potentiel spectacle. L'information doit alors être spectaculaire. La vie, dorénavant imagée et piégée dans un cadre, doit devenir un divertissement permanent. Bref, tout cela pour en venir à Syndrome. Syndrome est l'antagoniste du film. Devenu malveillant à la suite d'un espoir brisé par son plus grand objet de fascination, Monsieur Indestructible, c'est en quelque sorte son action qui, dans le film, amorce la chute des héros. Je pourrais parler plus amplement de l'histoire de Buddy, mais je préfère parler de ce qu'il représente dans la continuité de mon développement. On peut observer que Syndrome détruit continuellement l'idéal super-héroïque, tout d'abord matériellement ou symboliquement. N'importe qui peut devenir super. Et lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le sera. Cette destruction peut s'apparenter à la dénaturalisation engendrée par l'image et par sa répétitivité. Je m'explique. Comme Andy Warhol peut le montrer, la répétition d'une image finit par soustraire la substance de l'idée principale. Les copies s'amoncellent, à s'en demander s'il n'a existé ici simplement que des copies. Ainsi, qu'il s'agisse de Marilyn ou du modèle super-héroïque, tous deux sont voués à perdre leur sens pour cause de duplicata incessants. Syndrome souhaite reproduire les scènes qu'il a perçues lorsqu'il fut enfant. Lui qui a été bercé par ses super-héros, puis trahi par l'un d'entre eux, désire à présent devenir meilleur qu'eux. Il est résolu à produire un spectacle jamais vu, qui dépasse les exploits de ses idoles. Notre antagoniste n'a nulle personne à secourir. Il est ici pour divertir la foule, la divertir de cette mascarade et usurper le rôle de Monsieur Indestructible et de ses anciens camarades. On peut ici plus amplement observer une possible critique de Brad Bird sur les films de super-héros de nos jours. Le rôle de divertissement est donc implicite. Syndrome souhaite offrir un spectacle maîtrisé afin d'attirer les regards. Pour cela, il faut donc de l'incroyable, mais aussi une part de vérité déformée, par le but lucratif d'être adulé, non pas pour des actes, mais par une image que l'on renvoie. La vérité déformée est alors toutes ces expériences menées sur les super-héros, afin d'apprendre d'eux sans prendre en compte leur portée idéologique et leur cause. C'est en cela qu'il s'agit d'un divertissement. Il soustrait l'acte héroïque pour en faire un simple produit. Un produit que l'on regarde et que l'on consomme. Ayant grandi lui aussi bercé par des œuvres contenant des récits d'êtres surhumains, Brad Bird se met peut-être lui-même en garde par la figure de Syndrome. Il ne doit pas faire les mêmes erreurs que son personnage et tomber dans la facilité au mépris d'un authentique message et d'une volonté artistique propre. Si sa démarche artistique n'était peut-être pas discernable nettement dans ces deux films, peut-être parce que le cachet film d'animation pousse à croire pour certains qu'il ne peut s'agir de films profonds, elle est néanmoins plus que perceptible dans son dernier film. Tomorrowland ou Le Monde de Demain pour les spectateurs québécois est un film de science-fiction sorti en 2015 avec George Clooney, Britt Robertson et Hugh Laurie dans les rôles titres. Nous suivons alors la visite de Frank Walker, étant alors un simple enfant dans Tomorrowland, une ville du futur qui est l'aboutissement des fantasmes des visions futuristes des 60s et 70s. Par la suite, dans le présent, nous retrouvons Casey Newton, une adolescente emplie d'optimisme et ayant appris l'existence de Tomorrowland. Celle-ci finira par chercher et trouver Frank Walker, devenu vieux et aigri. Maussade de constater que le présent n'est en aucun cas devenu le lieu idyllique qu'il avait vu étant enfant. Ensemble, ils partiront à la quête de ce lieu oublié de tous, et peut-être accessoirement sauver le monde. Cet objet cinématographique est central, car il permet de faire le lien, de déceler une réelle continuité et d'observer un message qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais avant d'y venir, il faut que je vous parle du Monitor. Donc le Monitor est une machine élaborée par Walker et David Nix qui permet de lire l'avenir. Celle-ci est présentée vers les 3/4 du film et nous comprenons facilement qu'il s'agit de l'ultime obstacle pour nos héros. Mais comment une trouvaille pareille pourrait s'avérer néfaste? Nous pourrions prédire n'importe quel problème et y apporter un remède afin de pouvoir créer le futur tant désiré de Frank et de Casey. Eh bien il se trouve qu'il n'existe qu'un chemin possible, une sorte d'apocalypse engendrée par tous les maux modernes de nos sociétés, et ce futur est immuable. Il est non pas à cause des actions de l'homme, mais de sa vision. L'être humain est convaincu de cette vision pessimiste, si bien qu'il vient à donner naissance à des images néfastes elle aussi. Car dans ce film, le Moniteur s'abreuve des visions humaines, mais elle en est aussi la source. Mais comme dans une boucle de rétroaction. C'est comme une prophétie autoréalisatrice diffusée par le Il Monitor. génère des images de fin du monde pour imposer cette idée aux gens à force de La la répéter réalité, c'est jusqu'à qu'on ce a qu'ils créé une l'acceptent. bombe à retardement. Et donc voici mon dernier point. Les images que nous créons finissent par nous échapper. Dans une société où l'on voue dorénavant un culte à l'image, celle-ci a fini par devenir comme chaque être, sociale. Elle fluctue dorénavant, se partage, se cache de certains. Le moment n'est jamais plus sublimé que lorsqu'il est enregistré, et cette capture visuelle n'est plus esclave de la vie de son hôte. Elle peut se retourner contre nous, nous rendre visibles aux yeux de tous, être notre parure ou notre opposé. Et dans un cas plus général, la vision globale d'une société finit par aboutir à une image représentative de celle-ci. Elle engrange alors des idées reçues, des a priori. Et une vision minoritaire ne pourrait lutter contre elle, puisqu'elle est armée de messagers lumineux répandant la bonne parole. Mais lorsque cette dite parole est néfaste, que peut-on faire? Lorsque, comme le monde le syndrome du grand méchant monde, nous ne voyons que désastre, horreur, pessimisme, et que nous nous forçons de plus en plus à nous renfermer, à rester cloisonnés par peur du monde qui se trouve en dehors, il nous reste alors que le réconfort des produits de consommation, nous vantant joie, extase et accomplissement de l'être.
Ainsi, comme le Monitor, nous sommes voués à être manipulés par les images que nous avons nous-mêmes créées. Ou peut-être pas. Si nous ne parvenons à les maîtriser, il ne tient qu'à nous d'apprendre à les refaçonner, à voir par-delà, à briser le hors-champ qui nous pousse au pessimisme et nous enferme dans l'inaction. Le message de Tomorrowland est un message d'espoir, comme tous les autres films de Brad Bird. Pour maîtriser le futur, contrôlons les images que nous avons de celui-ci. Ce témoignage est celui d'un artiste qui a réussi à grandir avec et de par ses œuvres. On voit littéralement son rapport aux images évoluer avec chacun de ses films. Au commencement, Brad Bird fait preuve d'un optimisme certain, Hogarth étant une figuration de lui-même à son âge. Il pense pouvoir tirer le meilleur des gens en les éduquant réellement à la culture de l'image. Hogarth apprend au géant de fer grâce à tous les repères culturels qu'il a acquis. La machine deviendra par la suite autonome, mais consciente de sa nature et du potentiel qu'elle représente. Nous pourrions imager le géant comme étant une représentation du médium cinématographique. Et dans ce film, Brad Bird y appuie sa valeur éducatrice et émancipatrice. Mais on peut tout aussi bien le prendre comme la représentation de n'importe quel média en général. Un média qui n'est plus voué au divertissement ou à la promulgation d'une vision, mais consacré à une cause libératrice, où les spectateurs sont maîtres de leur propre vision. Un point de vue différent des Indestructibles, où la mentalité de Brad Bird évolue. Lui aussi est devenu un père de famille, tout comme son personnage. Et avec ce long métrage, c'est la chute d'un idéal qui est souhaité représenter. On le voit plus distant de son optimisme certain, promulgué dans le géant de fer. Comme s'il avait appris à connaître le milieu dans lequel il exerçait sa profession. Un domaine où l'entertainment prime sur la réflexion. Son personnage principal, tout comme lui, sont battus par une machine se nourrissant des espérances d'une génération. Ainsi, Brad Bird adopte une réaction logique de parent devant quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Une machine qui peut faire preuve d'une énorme violence, à tel point qu'il en devient néfaste pour les enfants. Il suffit alors tout simplement d'appuyer sur le bouton de la télécommande. Et pour conclure, l'état de Brad Bird continue de muter pour en venir à Tomorrowland. Nous pouvons toujours l'identifier à un des personnages principaux, dans ce cas présent il s'agira de Frank. Notre réalisateur est dorénavant désabusé, il constate le chemin parcouru avec un air pessimiste. Le monde qu'il aurait souhaité n'est simplement qu'une vision idyllique. Il n'a pas réussi à faire passer son message, et a en plus contribué à créer une machine qui manipule ses spectateurs plutôt que de les affranchir. Il ne laisse pas tout tomber pour autant. À présent trop vieux pour retrouver une espérance enfantine, notre réalisateur laisse la charge à la jeunesse, gorgée de rêves et d'images naïves, concernant notre avenir. Comme s'il avait compris qu'il ne pouvait pas délivrer sa tâche seul, et que c'est maintenant au tour du bel âge de porter ce fardeau d'espoir et d'innocence. Mais il aura réussi toutefois à leur montrer la voie lorsqu'ils furent enfants, grâce à une éducation inconsciente, comblée de symboles et de figures, avec une envie ferme de voir un jour les résultats de son ambition, des adultes au regard changé, une vision alternée par une compréhension du monde qu'ils peuplent et des technologies qu'ils usent. Le regard d'un enfant qui s'émerveille devant la beauté de ce monde.